Alors, je rejoins maintenant M. Olivier Lacombe, directeur exécutif de E-Lab, qui vient nous parler En fait, c'est une des compagnies qui ont un mandat maintenant avec le gouvernement pour fabriquer des visières. Monsieur Lacombe, bonjour. Bonjour. Alors, c'est toute une aventure que vous vous apprêtez à vivre. Tout à fait, tout à fait. En fait, en voyant la situation, on a décidé de monter un projet pour venir en aide comme on pouvait au système hospitalier, qui est clairement notre première ligne présentement. Oui, oui. Et vous n'étiez pas nécessairement dans le domaine de la fabrication d'objets médicaux, là? Non, effectivement. L'entreprise E-Lab, notre entreprise, est une entreprise à la base qui vient en aide aux entreprises manufacturières pour s'améliorer dans leur procédé de fabrication. Exact. Donc, nous, en fait, évidemment, avec la crise, nos clients ont baissé progressivement leur productivité. Ils ont mis de côté certains de nos services. Donc, en voyant ça, mon associé s'est dit, bon, moi, je vais acheter une imprimante 3D pour produire des visières. Puis, en discutant, on s'est dit, puisque c'est notre expertise, pourquoi pas en faire un projet de production de grand volume. Ouais. Donc, on a contacté EMI Intégration, qui sont une entreprise associée à nous, qu'on connaît bien, qu'on sait qu'ils sont capables de produire comme on le voulait, donc, comme je disais, un gros volume. On s'est associé à eux pour finir le design. Donc, on a cherché à faire une visière qui est nettoyable plutôt que consommable. Donc, au lieu de jeter la visière après chaque utilisation, c'est une visière qui peut être démontée, nettoyée complètement, puis remontée. Ce qui veut dire que ça pourrait remplacer les masques N95 éventuellement, ou on pourrait faire ça aussi? Les masques N95, c'est une bonne question. En fait, c'est notre prochain projet. On va commencer par les visières, qui sont vraiment une visière complète. Donc, si je vous en montre une ici, c'est vraiment pour être mis sur la tête pour protéger des éclaboussures. Entre autres, les masques N95 sont vraiment des masques de filtre. Donc, on est exactement qui couvrent la bouche puis le nez. Okay. Donc, le premier projet sur lequel on s'est attaqué, c'est ces visières, comme je viens de vous montrer. Puis là, présentement, on est en train de développer une alternative, encore une fois, qui est réutilisable au masque N95, au moins en partie. Est-ce que ça veut dire que c'est ce genre de choses qui pourrait faire partie de ce que le gouvernement Legault a parlé cette fin de semaine, c'est-à-dire de grandir notre autonomie de produits local? Clairement. Ça fait partie effectivement là, de ce qu'on est allé chercher en faisant ce projet-là. Tous nos fournisseurs, tous les gens avec qui on travaille présentement, c'est Canadien, c'est Québécois. Parce que sinon, la chaîne logistique est effectivement compliquée en temps de crise comme ça. Oui, on a vu là, dans les dernières semaines certaines compagnies qui pouvaient nous approvisionner, qui étaient de l'externe, finalement, progressivement dire « Oh non, on préfère plus sortir des produits ». Donc, clairement, la chaîne de manière naturelle est devenue 100% québécoise. Wow. Puis, c'est pour le mieux, c'est clairement pour le mieux. Alors, écoutez, pour le restant de l'entrevue, je vais me diriger vers M. Vincent Houle parce que je veux parler technicalité avec lui parce qu'on peut produire jusqu'à 5000 visières par jour, quand même. Exactement. Puis ça, c'est avec un seul îlot de moulage, puis on pourrait en faire 2 ou 3 selon les besoins. Parfait. Donc, on peut se rendre même à 15 000 par jour, mais Vincent va vous en dire plus de détails. Merci beaucoup, M. Lacombe, directeur exécutif de chez E-Lab, et puis on se reparle bientôt pour voir les suites des effets dans notre économie. Merci à vous. Avec plaisir. Merci à vous. Alors, je me dirige maintenant du côté de Vincent Houle, président de chez EMI Intégration. Alors, Vincent Houle, président de EMI Intégration, merci d'accepter cette interview. Merci à vous. Alors, parlez-nous rapidement comment on fait pour transformer une chaîne de montage aussi rapidement dans une usine pour être capable d'accepter le projet de M. Lacombe? En fait, nous, on a 2 usines actuellement, une usine de fabrication de moules, une usine de production de masse pour le secteur automobile principalement.
Les commandes dans le secteur automobile sont très basses, j'imagine. Ouais. Très basses pour le prochain mois, ce qui nous crée énormément de capacité en termes de productivité, production au niveau de nos machines, injection. Et malgré ça, même s'il y avait un retour dans le secteur automobile, il nous reste de la capacité au niveau de nos presses injection. Quand même. Parce que là, on nous parlait, M. Lacombe nous parlait d'îlots de production. Ça veut dire c'est grosso modo une machine, une section de l'usine? Oui, exact. Donc, il y a plusieurs options, en fait, qui sont évaluées actuellement. C'est des éléments où est-ce qu'aujourd'hui, on a mis le focus un peu plus sur le développement de produits, l'ergonomie du produit et les avantages du produit. Mais cette semaine, on va travailler avec mon VP Opération justement pour regarder la meilleure solution au niveau des opérations pour produire ces quantités-là de visières, en fait. Donc, on a 4 machines là, potentielles là, qui pourraient être dédiées à produire ces visières-là. Ça prend à peu près combien d'espace, ça, en pieds carrés dans une usine, ça? Ah, c'est pas tant d'espace en pieds carrés, je dirais, dans un espace d'environ 30 par 20. Entre 500 et 1000 pieds carrés, on peut très, très bien s'organiser là, pour produire. Alors maintenant, est-ce qu'il faut en produire une certaine quantité avant de demander avant de faire le processus d'acceptation finale du gouvernement? Oui, actuellement, on utilise les prototypes 3D pour essayer d'aller chercher des approbations préliminaires avant justement le produit final avec les matériaux finaux. Mais c'est sûr que justement, lorsqu'on est en démarchage, c'est d'être avec les bons paliers de gouvernement, les bonnes ressources justement pour s'assurer de l'approbation de notre produit de façon excessivement rapide parce qu'on prévoit justement partir de la production de masse dans la semaine du 20 avril. OK. Ce qui veut dire que là, à ce moment-là, il y a des employés qui pourront revenir au travail pour supporter cette partie-là. Exactement, parce que je considère qu'on va être considéré maintenant essentiel pour cette portion de produit-là. Okay. Est-ce que c'est normalement, tout se passe pas si vite, là, tout est en accéléré, si je peux dire ainsi? Oui, exact. On s'est créé un meeting journalier où est-ce qu'on était supposé de se rencontrer, se discuter à tous les jours à 4 heures, mais finalement, on discute à toutes les heures sur l'avancement. Donc, on a établi cette gouvernance-là et on essaie d'établir les différents rôles. Donc, moi, j'ai pratiquement 3 personnes à temps plein qui travaillent au développement du produit, au développement du moule. Et puis c'est à la stratégie de commercialisation là, du produit en tant que tel. En quelques secondes, pour terminer ça, dites-moi, est-ce que ça veut dire que ça pourrait être générateur d'emplois dans le futur? On pourrait donc relancer un peu des choses après cette crise aussi? Oh oui, absolument. Ben, en fait, ça nous amène aujourd'hui où est-ce qu'on était à 95% dans le secteur automobile. Cette crise-là nous amène à penser une diversification avec les forces qu'on a dans le groupe et avec la collaboration de ILAB. Donc, c'est certain que ça pourrait générer des emplois là, dans ce domaine-là. Ouais. On ne peut que se réjouir pour la région, Chevet. Oui, exact. Merci beaucoup, monsieur Hull, et puis au plaisir de vous revoir après tout ça pour voir le produit fini. Parfait, merci, au plaisir. Merci, au revoir. OK, au revoir.